Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce premier live Wedding by Glam. Aujourd'hui, on va parler cérémonie laïque et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Anaïs qui est officiante de cérémonie laïque pour La Plume Cérémonie laïque. Voilà. Ah oui, alors je précise, on ne porte pas de masque, hein, mais c'est pour des problématiques de son, mais on a fait nos tests, ils sont négatifs, on a aéré, donc on est au taquet pour les conditions sanitaires. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Laure, je suis chanteuse dans un orchestre qui s'appelle Glam Orchestra et sur la chaîne Wedding by Glam qui existe sur YouTube et depuis 7 semaines sur Facebook et Instagram également. En fait, on met à disposition toute l'expérience qu'on a acquise dans les centaines de mariages qu'on a fait au travers de petites vidéos, de live. Il va y en avoir de plus en plus parce qu'en plus, vous avez été nombreux à réagir positivement à ce live. Voilà, donc on va en faire d'autres et l'idée c'est de vous aider à réussir votre mariage. Donc on espère vraiment que ça vous plaît et que ça vous aide. Voilà. D'ailleurs, petite remarque, je veux bien que vous me disiez comment vous avez entendu parler du live. Est-ce que c'est à travers des forums, le bouche à oreille, peu importe, voilà, ça c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc, dans ce live, on va parler de quoi? Donc, dans ce live, je vais donc interroger Anaïs sur son expérience d'officiante. On va également répondre à vos questions. Donc, il y a des questions que vous m'avez posées en message privé, que donc on a intégré dans le fil rouge de cette interview. Mais si vous avez des questions qui vont peut-être vous venir au fur et à mesure en fait, de notre échange, je vous invite à les mettre en commentaire. Et en fait, on va y répondre à chaque partie de ce live. Parce que donc, ce live, il parle de quoi? Il va être structuré en fait en 5 parties. La première, on va se demander comment construire une cérémonie laïque. Ensuite, on va parler du métier en fait d'officiante parce qu'on a eu beaucoup de questions là-dessus. Ensuite, on va se demander comment personnaliser une cérémonie laïque, comment faire qui vous ressemble et que ce ne soit pas une cérémonie standard qui ressemble à celle de tout le monde. En quatrième point très important, on va parler des écueils à éviter. Donc là, c'est vraiment un retour d'expérience, des petites choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé, mais qui, parce qu'on a fait énormément, voilà, on a ces points de vigilance en tête. Et puis, tout à la fin, on reviendra sur vos questions spécifiques. Parfois, on m'a soumis des cas particuliers, donc on y répondra tout à la fin de ce live. Voilà, c'est parti. Et cette fois, je pense que c'est bon, on a une visibilité publique. Parfait. Ok, donc Anaïs, bonjour. Bonjour Marie-Laure. Donc pour l'anecdote, pour ceux qui n'étaient pas là au début, on s'est rencontrés sur un mariage en septembre. Oui. Et moi, j'ai eu un gros coup de cœur professionnel pour toi. Donc du coup, quand on a eu l'idée de faire ce live sur le thème de la cérémonie laïque, on a pensé à toi assez naturellement. Donc je suis absolument ravie de partager ce moment avec toi. Et je suis tout autant ravie parce que c'était un très bon moment. Enfin, j'ai adoré ce mariage et clairement la valeur des prestataires avec lesquels on travaille joue beaucoup sur les bons souvenirs qu'on a. C'est vrai. C'est même je pense un élément pour ne pas avoir de stress, de se sentir en confiance avec les prestataires. Voilà, tout à fait. Alors, première question qu'on m'a posée, qu'est-ce que c'est qu'une cérémonie laïque? Parce qu'en fait, tout le monde ne sait pas ce qu'il y a à travers, dans ce mot en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une cérémonie laïque? Une cérémonie laïque, c'est une cérémonie qui n'a pas de valeur juridique, comme peut l'avoir la mairie, avec le fait de signer un acte qui va donner sa valeur légale au mariage de par le monde. C'est une cérémonie qui n'a pas de valeur religieuse, puisqu'elle n'est pas célébrée par une personne détentrice d'une autorité religieuse, quelle que soit cette religion. C'est une cérémonie qui va parler d'une autre forme d'engagement, celle du couple par rapport à ses valeurs, par rapport à son histoire. Et ça, sans se cacher derrière une institution, que ce soit celle de la mairie ou celle du culte qu'on a choisi. Au contraire, là, c'est sa propre parole. Mais on peut se cacher derrière personne. C'est très engageant. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, on comprend qu'une cérémonie laïque n'est pas incompatible, contrairement à ce qu'on pourrait penser, avec une cérémonie religieuse. Effectivement, ce sont des choses différentes qu'on peut cumuler, enfin l'une après les autres, on ne peut pas le faire en même temps, ou qu'on peut faire ou ne pas faire. On peut choisir, ce sont des modules qu'on peut ajouter. Alors après, si on fait les trois, la mairie, une cérémonie religieuse et une cérémonie laïque, il faut faire attention à son planning. Oui, tout à fait. Soit on commence la journée très très tôt et c'est un véritable marathon pour arriver jusqu'à la fin, et alors qu'on peut séparer ces différentes cérémonies, pas forcément sur la même journée, pas forcément sur la même semaine, il peut se passer un petit peu de temps entre les deux. En général, le retour des mariés, c'est qu'ils profitent bien plus lorsqu'ils ont plus le temps de le faire
Et de manière, principalement, on voit la cérémonie laïque se dérouler le jour des festivités, celui où on reçoit le plus de monde et où on partage véritablement le plus avec les gens qui nous entourent. Oui, puis déjà, c'est vrai que souvent, c'est sur le lieu des festivités aussi. Donc finalement, ça se fait assez naturellement, c'est sur le lieu des festivités. Donc ça s'enchaîne en fait. Oui, après. le plus souvent. Après, ça arrive d'avoir des lieux spécifiques, mais c'est moins Ah fréquent. oui, d'accord. Oui, Eh tout ben, à fait. Très bien. Il y a par exemple sur une plage, c'est pas toujours facile de faire ensuite la fête sur la plage. C'est vrai. Surtout si elle est Ça peut publique. être sympa, ceci dit. Ouais, effectivement. Alors oui, petite question d'ailleurs, parce que finalement, les cérémonies laïques, nous, Européens, on a souvent vu ça dans des films. Donc, est-ce que c'est une tradition anglo-saxonne, en fait? Non, pas du tout. D'accord. C'est quelque chose qu'on entend souvent, effectivement, alors que dans la tradition anglo-saxonne, eh bien, ça n'est pas du tout laïque. C'est une autorité religieuse qui marie le couple, puisqu'ils sont tous pasteurs. Et on jure sur la Bible, donc devant Dieu. Donc ça n'a rien de laïque. D'ailleurs, on ne peut pas autant que dans une cérémonie telle qu'on les a à la française. Ce qu'on peut avoir comme point commun, globalement, c'est le décorum, c'est l'arche, et puis les quelques points de personnalisation, ainsi que ce qu'on appelle l'échange des vœux. D'accord. Ok. Oh, bah, du coup, ça nous amène dans le vif du sujet. On va se demander comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on construit une cérémonie laïque. Et la première question qu'on nous a posée là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on raconte dans une cérémonie laïque? Eh bien, ce qu'on va raconter principalement, c'est l'histoire des mariés. C'est un conte, mais un conte réel, une véritable histoire d'amour. Donc l'idée, c'est de la partager avec pudeur, bien entendu. On n'étale pas toute son histoire sur la place publique, mais on va la raconter du jour de la rencontre, voire un petit peu avant si des choses se sont jouées avant, jusqu'au jour du mariage. Et on va dérouler le fil tout en le replaçant dans un contexte, celui de la vie des mariés, mais au sein de leur famille, de leurs amis qui vont pouvoir intervenir dans le cadre de la cérémonie, partager leur point de vue sur cette union et sur sa valeur, ce qu'elle a comme sens et comme cohérence. Et puis, on va se servir de tout ça pour mettre en valeur l'engagement du couple. Qu'est-ce que c'est pour lui se marier ? Qu'est-ce que ça veut dire s'engager comme ça dans l'avenir avec une personne qu'on a choisie? Et donc, on va, dans la cérémonie, s'attacher à avoir comme objectif de mettre en valeur cet engagement et de l'expliquer. D'accord. Alors, du coup, c'est... Ok, donc là, tu as parlé pas mal de choses, des proches qui interviennent, de l'échange un peu de l'engagement que portent les mariés à ce moment-là. Quelles sont les étapes? Est-ce qu'il y a des grandes étapes à respecter quand tu construis une cérémonie laïque? Alors, je dirais pas des étapes parce que ça signifierait qu'on passe de l'une à l'autre dans un ordre bien précis, ce qui signifierait qu'on a un déroulé type, ce qui existe certainement, mais c'est pas du tout la façon dont je fonctionne. D'accord. En revanche, on a des ingrédients, des points qu'on va avoir, alors soit tout mélangé partout dans la cérémonie, soit les uns après les autres, de manière très didactique, selon la personnalité et l'ambiance. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi? En tout cas, quelles sont les étapes à ne pas manquer? Et s'il devait y avoir une façon de les placer, qu'est-ce que tu recommanderais? Alors la façon de les placer, franchement, j'ai pas de recommandation particulière parce que vraiment ça va dépendre. Il y a des choses qui vont vraiment nécessiter d'y aller point par point et d'autres qui vont permettre une dynamique beaucoup plus importante en mélangeant les éléments. Ça donne des cérémonies très vivantes, mais parfois pas très compréhensibles si l'histoire est très compliquée, par exemple. Donc pas de recommandation sur l'ordre. En revanche, effectivement, il y a des choses qu'il faut mettre dans une cérémonie pour qu'elle soit réussie. D'abord, il faut réussir son entrée. Oui. Pour commencer. Ce qui me rappelle une vidéo de toi que j'ai vue Il faut soigner ses entrées et ses sorties. Et ses sorties. À retenir. Et c'est tout à fait juste. Oui. Effectivement, son entrée, il faut la préparer. Souvent, elle se fait en musique. Parfois, ils entrent séparément, accompagnés ou pas. Soit les mariés entrent ensemble aussi. Et les symboliques, le sens, la cohérence sont différents selon les configurations. Donc, tout ça, c'est à réfléchir avec l'officiant sur le message qu'on a envie de faire passer. Donc, il y a l'entrée. Il y a évidemment l'histoire qui doit être racontée par l'officiant, c'est préférable, même si ce n'est pas toujours lui qui a été témoin de ce qu'il raconte, c'est le principe du conteur. Un conteur propage une tradition populaire, il n'a pas été témoin de faits qui se sont passés des millénaires avant, et pour autant il est capable de transmettre des émotions, une histoire et d'embarquer un public parce que c'est son métier. Ça, on va en parler parce que j'ai plein de questions sur le sujet, mais je ne vais pas tout vous dévoiler. Mais ok, d'accord. Donc c'est finalement l'officiant qui sera le chef d'orchestre. Oui, okay. Alors, du coup, donc, il y a les entrées, il y a l'histoire, il y a bien sûr les interventions des proches. Il faut choisir de façon judicieuse. On ne choisit pas n'importe qui pour prendre la parole lors d'une cérémonie et ça n'est pas du tout la même chose que porter un toast lors de la soirée.
C'est des discours quand tu dis l'intervention des proches? Oui, tout à fait, des discours. Après, on peut intervenir aussi sans parler. Et ça va arriver dans les rituels, qui sont un autre élément à placer. Il en faut au moins un. Et des rituels, il y en a des centaines de milliers, hein, globalement. Un échange d'alliance est un rituel, donc s'il y a celui-ci, ben, ça fait un, c'est bon. Ça fait partie des codes du mariage, le fait qu'il y ait une tradition, voilà, des codes justement, et qui va permettre de raccrocher les wagons pour les gens qui sont là, qui n'ont pas l'habitude de voir ces cérémonies, et de leur faire dire et de leur faire penser à... C'est un vrai mariage quand même. Oui, c'est un vrai mariage, pour plein de raisons, qui ne sont pas forcément celles dont on a l'habitude. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est quand tu précises qu'il y a une centaine de rituels, ça nous donne déjà des premières clés quand on va aborder les questions des personnalisations. On voit déjà que là, on a une première clé. Il y en a plus qu'une centaine, hein, des centaines de milliers. Soit on peut en inventer, et puis sinon on va aussi aller les chercher dans les traditions des cultures humaines. Chaque culture humaine a ses propres rituels, parfois plusieurs, pour ce qui concerne le mariage. Et donc forcément, multiplier l'un par l'autre donne un chiffre important. On va en reparler des rituels plus tard. Il y a bien sûr l'échange des vœux. D'accord. Qui est important. Obligatoire? Je pense que oui, parce que c'est le cœur de la cérémonie, c'est sa raison d'être. L'échange de vœux, c'est le moment où chacun des époux va promettre à l'autre ce à quoi correspond le mariage. Qu'est-ce qu'il va lui promettre, à quoi il s'engage, qu'est-ce que représente le mariage pour lui. C'est aussi l'occasion d'une déclaration d'amour en public, ce qui n'est pas toujours évident. Quoiqu'à ce moment-là, le public vraiment disparaît aux yeux des mariés. Ils s'accrochent l'un à l'autre et le public perd généralement à peu près 2 cm de moyenne. Ils se font tout petits, le silence se fait et on écoute ce qu'ils ont à se dire. C'est un moment d'une beauté extraordinaire. On n'assiste pas toujours à ça, l'intimité de ce qu'est l'amour. Pourquoi est-ce qu'on s'aime et pourquoi est-ce qu'on a envie de passer le reste de ses jours ensemble? C'est ça l'échange de vœux. C'est un moment extrêmement fort. C'est à ça que sert la cérémonie laïque. On ne peut pas arriver là tout seul sans avoir expliqué d'où vient cet échange, pourquoi est-ce qu'on est arrivé là, c'est l'histoire. Et dans ce contexte de la famille et des amis, parce qu'on a interagi avec des gens. Tu les aides à rédiger cet échange de vœux? Oui. C'est pas facile de se livrer comme ça. C'est un exercice particulièrement compliqué. D'abord pour savoir poser les mots, ce qui n'est pas toujours évident. À partir du moment où on a l'émotion et la sincérité, là je peux les aider, oui. D'accord. Donc, on a dit fil conducteur sur l'histoire, l'entrée, l'intervention des proches, rituel, échange des vœux. Et sortie. Et la sortie. Ok, très bien. Et tout ça se mélange. Super. Enfin, la sortie, évidemment, c'est à la fin. Et l'entrée au début. Après, bon. Et puis, de manière classique, oui, tout ce qui est rituel, échange des vœux, c'est plutôt de la partie de l'engagement. Ça va plutôt arriver dans le dernier tiers de la cérémonie. Et de façon logique, puisque c'est le moment de l'engagement et on ne s'engage pas sans avoir compris d'où on vient. Oui, c'est logique. Tu commences par planter le décor avant de finir. Ok. Alors, Anaïs, petite question. La durée idéale d'une cérémonie, c'est quoi, selon ton expérience? Alors, je n'ai jamais réussi à descendre en dessous d'1 heure. Mais vraiment, je n'ai jamais réussi. Le plus court que j'ai fait, c'est 1 heure pile. Et j'essaye de ne pas dépasser 1h30. Globalement, la durée d'une cérémonie, quand elle est réalisée par un professionnel en tout cas, n'a pas vraiment d'importance autre que celle de la planification de la journée. Forcément, c'est important de savoir où on va. Tout à fait. Mais en dehors de ça, le récit, peu importe, tant que c'est rythmé et que c'est dynamique et qu'on arrive à capter l'attention de l'assistance du début jusqu'à la fin, peu importe sa durée. Alors du coup, c'est là où moi je vais apporter un petit bémol, puisque finalement, alors moi j'en ai vu des cérémonies, puisqu'on les sonorise avec mon orchestre. Du coup, j'ai vu pas mal de cérémonies organisées par des proches. Et là, attention, parce qu'en fait, souvent, quand c'est organisé par des proches, ça peut être très beau aussi, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais souvent, on va être dans un enchaînement de discours. C'est plus rare déjà qu'il y ait des rituels, ça arrive, mais pas forcément systématiquement. Et si on est dans un enchaînement de discours, je ne sais pas si tu me rejoins, il faut faire très attention parce qu'en fait, on va finir par perdre l'attention des gens. Du coup, si c'est un proche, j'aurais dit 30-40 minutes. À partir du moment où on est dans un enchaînement de discours. Ce qui est très différent des cérémonies auxquelles j'ai pu assister qui sont donc animées par un officiant, parce que là, l'officiant va se charger de donner le rythme, comme dans un film en fait, et de donner du relief, ce qui fait que les gens ne s'ennuient pas. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a un scénario, une mise en scène à prévoir, hein, comme dans un film, effectivement. Et
Je dirais que pour les personnes qui choisissent de faire leur cérémonie laïque elles-mêmes sans passer par un professionnel, effectivement, il faut faire attention à ne pas enchaîner trop de discours à la suite, mais surtout de manière générale à ne pas alourdir la cérémonie par trop de discours. Au-delà de 5 interventions, en imaginant 5 minutes par intervention, on a déjà 5 fois 5 minutes, 25 minutes de cérémonie, ça va très très vite. Et puis il faut savoir qu'en les enchaînant, au bout du 3e, on n'écoute plus. Les mariés vont écouter et vont profiter de la cérémonie, ça certainement, hein, puisqu'on s'adresse à eux en particulier. Pour ce qui concerne les invités, c'est de l'ordre de la carte de vœux orale et ça ne s'adresse pas à eux, donc c'est plus long et c'est plus difficile de rester assis et de rester attentif dans ces conditions-là. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut les discours d'une façon générale, il faut qu'ils soient courts. Il vaut mieux que les gens restent sur leur faim. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus. Oui, tout à fait. Pour moi, on est entre 3 et 5 minutes pour une durée idéale. Exactement. Il faut savoir qu'en art oratoire, à 4 minutes 10, on commence à perdre l'attention d'une assistance. C'est précis. Hein, oui, non, mais j'ai vu ça. Mais du coup, à 5 minutes, on n'a plus personne. Je suis d'accord. Et peu importe qu'on soit très doué ou pas, à partir du moment où on est coincé dans une bulle rythmique, j'appelle ça comme ça, on est coincé par ce qui s'est passé avant, par ce qui s'est passé après, et globalement, on va perdre le fil et l'attention de l'assistance. Donc oui, veillez au nombre d'interventions, à leur durée, mais aussi à varier le rythme entre les deux et à proposer d'autres choses que des discours. Oui, tout à fait. Et juste une petite précision, j'en profite, attention, quand on prépare un discours, il faut comprendre qu'il faut penser le discours pas uniquement par rapport aux mariés, mais également par rapport aux invités. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait une allusion à une anecdote, et ça, on en a discuté toutes les deux, faut l'expliquer. Parce que s'il n'y a que les mariés qui comprennent et les 3 copains, on perd de l'interactivité avec la centaine d'invités qui sont présents. Et ça, c'est valable pour les discours du dîner ou du coup pour le discours à la cérémonie. Oui, tout à fait. À partir du moment où on s'adresse à un public, pas seulement aux mariés parce que tout le monde est présent, dans la mesure où ça n'est plus privé, il faut pouvoir expliquer aux personnes qui n'étaient pas présentes. Et si ça ne peut pas être expliqué aux personnes qui n'étaient pas présentes parce que ça n'est pas politiquement correct, c'est un signe qu'il ne faut pas en parler. C'est ça. Tout simplement. Tout à fait, tout à fait. Alors, dernière question sur la structure d'une cérémonie laïque. Du coup, on l'a un petit peu dit. Le rôle d'un officiant, du coup, là-dedans, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter par rapport à ce qu'on s'est dit? Oui, effectivement, parce qu'on a l'habitude de l'identifier comme un chef d'orchestre. Oui. Le chef d'orchestre va effectivement faire en sorte que tout s'allie ensemble et qu'on ait un bel ensemble. Justement, va faire jouer les cuivres, les cordes, les voix, etc. Mais l'officiant a aussi ce rôle de compositeur. Toutes ces pistes qui jouent ensemble, c'est lui qui les a structurées, qui les a créées, qui les a portées, qui les a améliorées quand elles ne venaient pas de lui. Et donc, il va pouvoir ajuster la cohérence de tout ça. C'est aussi un rôle de metteur en scène, puisque parler, c'est une chose, mais on voit au moment de la cérémonie. Et donc, il faut que chacun puisse voir ce qui se passe et puisse profiter intégralement de la cérémonie et de son sens. Un rituel, s'il se fait en catimini dos à l'assistance, n'a aucun sens, puisque le but c'est de montrer ce qu'on est en train de faire. Donc tu travailles autant finalement le contenu de ce que tu vas raconter, le rythme de la cérémonie, mais également finalement le visuel et ce que vont voir, ce que vont regarder l'audience en fait. Voilà, la mise en scène. La mise en scène. Exactement comme au théâtre ou comme dans un film. Tu apprends quelque chose. Donc on fait de la mise en scène, effectivement, c'est des compétences particulières. Par exemple, en mise en scène, en tout cas sur la disposition d'une cérémonie, mettre les mariés au centre n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce qu'on va regarder ce qui se passe sur les côtés, et il n'y a rien. C'est dommage. Généralement, l'arche est au milieu, c'est là que doit se passer l'engagement. Or, il y a déjà les mariés, donc on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Alors que si on les met légèrement sur le côté, de 3/4 et l'officiant également, on a une disposition triangulaire, donc on n'est déjà plus dans une position de jugement face à face ou de prise directe, puisqu'ils sont nombreux. On est plus dans une discussion et dans un échange, dans un partage. C'est le partage de l'histoire, justement. Et de la même façon que le fait d'être au centre, finalement, on ne va pas accorder son attention au centre, mais plutôt à ce qui se passe sur les côtés. Sauf ponctuellement. Intéressant. Du coup, les vœux au centre, oui. Les rituels au centre, oui. Les mariés au centre tout du long, c'est moins intéressant du point de vue de l'assistance. Et du coup, que les mariés soient tournés face aux invités.
Oui, ah oui, ah mais bien sûr. Non, mais c'est pas souvent ce qu'on voit dans plein de cérémonies religieuses ou autres. Finalement, Oui. les mariés sont dos à l'assistance. Oui, mais là c'est logique parce que dans le cadre d'une cérémonie religieuse, c'est l'autorité religieuse qui s'occupe du couple et qui leur dit voilà, au sein de cette religion, le mariage, c'est ça, est-ce que vous vous engagez à respecter ces préceptes? Oui, votre mariage est valable. Voilà. Donc ça se passe entre l'autorité religieuse et les mariés. Et il y a des gens qui assistent à ça, mais c'est presque pas par accident, parce qu'on les invite, mais c'est accessoire pour l'autorité religieuse. Il y a une question de publicité. Alors que dans la cérémonie laïque, on est dans le cadre de ce partage, on travaille énormément sur l'émotion. Et l'émotion de dos, c'est vachement moins lisible. Oui, effectivement. Voilà, donc de face, c'est mieux. Le but étant de ne pas être vraiment droit devant, parce que c'est pas très agréable, ni pour les mariés, ni pour les personnes du premier rang. Donc, légèrement de 3/4, et on profite beaucoup mieux. Et puis on a ce que j'appelle moi le Larsen de l'émotion. Les mariés sont émus de ce qui se passe. Et puis d'entendre leur histoire, de voir tous ces gens qui sont venus là pour eux, de voir des personnes prendre la parole et les raconter d'une autre façon, leur dire qu'ils les aiment, qu'ils sont formidables et merveilleux et les plus beaux que la terre ait jamais portés. Et c'est vrai à leurs yeux. Donc ça les émeut d'entendre ça. Les personnes qui sont là, ça les émeut de voir les mariés émus, qui sont encore plus émus de voir l'émotion des autres, qui sont encore plus émus, etc. Et alors là, c'est parti. Non, mais ok. Et nous, on est là, officiant entre deux, et nous, on ne peut pas pleurer, il faut tenir. C'est pas toujours facile. Je veux bien croire. Mais en même temps, qu'il y a une petite émotion qui, je pense, qui transparaît, c'est pas forcément négatif. Non, non. Alors du coup, là, on arrive au bout de cette première partie. On va donc répondre à vos questions. Avant, je veux bien aussi que vous me disiez, est-ce que déjà là on vous a appris des choses? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé? Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous d'avoir votre retour. Alors, avant de regarder les questions que vous m'avez posées en direct, moi j'avais Lo qui m'avait posé une question. Elle nous demande comment bien choisir son officiant. Et là-dessus, je veux bien que tu me répondes sous l'angle du proche, parce que le professionnel, on va consacrer après une partie complète là-dessus. Tu dois définir un proche pour animer ta cérémonie. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors, il faut aller chercher des qualités en particulier. Il faut déjà que ce soit quelqu'un de sérieux et de très organisé. Quelqu'un qui ne va pas les planter la veille ou 3 semaines avant, parce que ça demande du temps et beaucoup d'investissement. Ça n'a pas l'air comme ça, mais attention aux proches. Enfin, c'est bien, mais attention. Voilà, ils sont peut-être moins engagés. Donc quelqu'un qui a le sens de l'engagement, ça sera forcément plus fiable et donc ce sera un gage de sérénité pour le couple. Quelqu'un qui a du temps, parce que ça prend énormément de temps déjà quand on est professionnel. Alors quand on n'en a pas l'habitude, forcément ça prend un peu plus de temps encore. Je dirais que c'est quelqu'un qui a forcément des qualités oratoires, une élocution impeccable, une voix qui se pose et qui est entendue par tous, donc à un niveau sonore, même sonorisé, hein, il faut pouvoir le placer. Je dirais aussi une prestance scénique. Quelqu'un qui va faire les 100 pas pendant qu'il parle va peut-être perdre un peu l'attention de son assistance. Quelqu'un qui a une plume, parce qu'il faut pouvoir l'écrire, cette cérémonie, il faut que ce soit agréable. Des personnes qui sont un peu moins créatives vont peut-être avoir plus de mal à orchestrer cette cérémonie. Quelqu'un qui soit suffisamment proche du couple pour connaître l'histoire, puisque forcément il faut des techniques pour les connaître, mais pas trop non plus, parce qu'il faut qu'il ait suffisamment de recul pour pouvoir parler des deux, à part égale, tout en ayant un regard neutre et bienveillant, je dirais. C'est un équilibre très subtil. Et puis, comment dire, une personne à laquelle vous ferez confiance, parce que vous allez lui confier des détails de votre intimité. Parfois, l'autre n'est pas toujours au courant de ce que vous allez dévoiler à l'officiant, mais qui va l'aider à vous comprendre, à vous connaître et à pouvoir ajuster le fil de la cérémonie et les points peut-être plus délicats à aborder. Et c'est également, enfin voilà, si vous n'êtes pas en confiance, vous n'allez pas pouvoir lui livrer ces détails et ça va manquer de corps dans la cérémonie. Et enfin, il faut avoir en tête que c'est quelqu'un qui va devoir supporter un stress important, parce que la cérémonie est véritablement investie par les mariés. C'est un moment important du mariage. Et il n'y aura pas 3 essais. Il faut être bon du premier coup. Donc voilà, qui puisse supporter cette pression-là, mais aussi quelqu'un qui sera un peu en dehors du mariage jusqu'à ce que la cérémonie soit passée. Donc si vous voulez que toutes les personnes présentes profitent, ça ne sera pas le cas de votre officiant.
Ça, c'est forcément le cas. Parce qu'il faudrait qu'il soit un peu détaché, ne serait-ce que pour ne pas être submergé par l'émotion. Exactement, parce que si votre officiant submergé par l'émotion se met à pleurer tout ce qu'il peut, ça serait très ça. joli, mais la cérémonie ne peut pas se poursuivre. C'est ça, ça fait partie des conseils qu'on donne aux chanteurs en coaching scénique. On ne doit pas pleurer en chantant une chanson, il faut faire attention. Alors, on va regarder du coup ce que vous avez pu nous mettre en commentaire, si vous avez des questions. Alors, Elodie qui nous dit très intéressant, merci pour les conseils, merci Elodie. Très intéressant, merci. Court et dynamique, oui, pour les discours, on est d'accord. Quel conseil donnerez-vous pour une cérémonie en 2 langues? Très intéressante comme question. Ça, c'est Jus qui nous demande, anglais et français dans son cas, comment est-ce que tu fais quand tu as une cérémonie bilingue? Eh bien, justement, je renvoie vers des personnes qui savent faire. C'est extrêmement technique. C'est très difficile. D'abord, il faut être doué dans les 2 langues. Et or, je suis particulièrement... Enfin, j'adore la langue de Molière. La langue de Shakespeare, je la trouve très jolie, mais je ne la pratique pas au même niveau. Et du coup, ça se sentirait. Ça, c'est pour mes limites personnelles. Mais surtout, la difficulté, c'est qu'on peut vite se retrouver à traduire une phrase dans les 2 langues. Et les personnes qui connaissent les 2 langues vont se retrouver à entendre 2 fois la cérémonie. Donc, il faut réussir à trouver un rythme suffisamment dynamique pour ne pas entendre 2 fois la même chose, tout en faisant en sorte que chacun comprenne les éléments essentiels de la cérémonie, sans rater des éléments. C'est très, très difficile et moi, je ne sais pas le faire. Alors, moi, du coup, j'ai assisté à certaines cérémonies, pas 50, mais j'en ai vu quelques-unes. Donc, je vais en tout cas vous faire partager cette expérience. Eux, ce qu'ils avaient fait, donc c'était une cérémonie organisée par des proches. Et du coup, les discours étaient traduits. Il y avait effectivement les 2 langues. J'ai oublié, je crois que c'était indien et français de mémoire. Donc, effectivement, ce qui fait que ça a fonctionné, c'est qu'on en revient toujours à la même chose, c'était pas trop long. C'est-à-dire que le risque, c'est que si vous avez prévu une cérémonie qui dure 40 minutes dans le cas d'un proche, 1 heure si c'est un officiant, et vous la traduisez, vous vous retrouvez avec une cérémonie qui fait 1h20 ou qui fait 2 heures. C'est ça. Donc vous allez être obligé de faire court et plus concis. Et par contre, tu as complètement raison, c'est-à-dire que dans le cas précis, la personne qui traduisait en indien, bon là ça ne s'invente pas, c'était le frère de la mariée qui pour le coup était bilingue. Parce qu'effectivement, sinon, il peut y avoir des ratés de traduction. Oui, ce qui serait dommage, parce que les contresens, voilà. Mais effectivement, je parlais, moi, du discours de l'officiant. Oui. Mais pour les discours qui sont plus courts, tels que les discours des intervenants ou l'échange des vœux, comme on les a à l'avance et qu'ils sont relativement courts, c'est intéressant de les traduire avant et de les mettre à disposition. L'écueil qu'on peut avoir, c'est que du coup, lorsque vous avez un livret de cérémonie, ce que je ne conseille pas nécessairement d'ailleurs, c'est une bonne question, ça. C'est que les gens prennent le livret, l'ouvrent, le lisent et forcément n'écoutent plus que d'une oreille ce qui est en train de se passer. Donc quand ça se passe dans la langue qu'ils ne comprennent pas, c'est pas très grave, mais si ça se passe dans la langue qu'ils comprennent, c'est un peu gênant. Et quand on a une cérémonie donc dans une seule langue, lorsqu'on ouvre le livret et qu'on est plongé dans les discours qui n'ont pas encore eu lieu, c'est un peu dommage de gâcher cet effet de surprise. C'est un point intéressant. Donc du coup, un livret de cérémonie, c'est une idée que tu déconseillerais, bien sûr. Alors ça dépend de ce qu'on va mettre dedans, mais si l'idée c'est de mettre ce qui va se passer dans la cérémonie, autant la vivre en direct. C'est comme si vous diffusiez les photos d'un événement en même temps qu'il a lieu, mais vivez-le directement. C'est juste. Après, bien sûr, vous pouvez mettre un plan si vous le souhaitez, mais pourquoi ne pas se laisser surprendre par qui va parler, à quel moment et de quoi? Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il faut savoir que l'émotion est toujours plus authentique et plus forte lorsqu'on est surpris. Bon, c'est très très juste. Alors, on y va. Vous conseillez de privilégier cet ordre. Du coup, je pense que ça, on l'a un petit peu évoqué quand on a évoqué les différentes étapes. C'est ça, que finalement, c'est pas rigide. Même si forcément, par définition, l'échange de vœux, on ne va pas le mettre au début. Voilà. Et puis l'entrée est plutôt au début, de la même façon qu'au début, on va avoir la mise en valeur des témoins et puis expliquer ce que c'est qu'une cérémonie, pourquoi les gens sont là. Et hop, c'est parti dans l'histoire. Alors la mise en valeur des témoins, je sais que je crois que c'est Laurine que ça va intéresser, c'est-à-dire la mise en valeur des témoins. Alors les témoins ont un rôle honorifique. Dans le cadre de la mairie, ils sont là pour apporter la valeur légale au mariage. De par leur signature, le mariage est valable. Ils témoignent de la légalité du mariage. Et il faut un témoin chacun un minimum, 2 témoins chacun un maximum. Dans le cadre de la cérémonie, comme on n'a pas la valeur légale, à quoi ça sert d'avoir des témoins ?
Donc on va aller chercher la symbolique de ce rôle-là, à la base, pour la transposer dans la cérémonie laïque. D'accord. La symbolique du rôle du témoin, à la base, le témoin était là pour pouvoir attester que le mariage était valable. En gros, que les mariés n'étaient pas cousins germains ou frères et sœurs et qu'ils n'étaient pas mariés par ailleurs. D'accord. Donc on va récupérer cette symbolique sur la valeur de l'union, sur son sens, sur sa validité presque, la transposer en disant voilà, je suis proche de ce couple, je les connais, je sais que ce mariage va durer, qu'il a du sens, qu'il a lieu d'être tout simplement. Et moi, en tant que personne, en mon nom propre, je peux dire que oui, je supporte ce mariage au sens de supporter. Donc pour toi, finalement, c'est en leur faisant faire un discours, mais sur lequel tu vas les inviter à appuyer ce côté témoignage de l'union, finalement. Je ne les invite pas à faire un discours, les témoins en particulier. Simplement, je pense à l'officiant d'expliquer ce rôle en quelques mots, beaucoup plus rapidement que je le fais. Et c'est comme au théâtre. On a un personnage et ce qui va être montré, mais si on n'a pas travaillé ce qui se passe avant, ça se sent. Donc, d'expliquer rapidement ce rôle de témoin, de faire se lever les témoins. Si on veut, on peut les nommer, expliquer qui est témoin de qui. Ce n'est pas nécessaire, selon moi, mais pourquoi pas. Après, si on a le temps, on peut le faire. Et puis, de leur demander si ce rôle de témoin, si ce rôle symbolique, ils l'acceptent. D'accord. Donc, l'idée, c'est de dire oui. Et je conseille de prévenir les témoins de ce qui va se passer, parce que je considère qu'un engagement, on ne peut le prendre que si on sait à quoi on s'engage. Et c'est un peu délicat quand on vous expose votre rôle le jour de la cérémonie devant tout le monde. Il vaut mieux savoir avant ce qu'on va vous demander. Très judicieux. Alors, du coup, je regarde vos questions. Coucou Laurent, hein, tu as Alicia qui te dit coucou. Noël qui nous dit qu'elle prend des notes. Merci Noël. Ok, alors, Elodie qui en a entendu parler par une future mariée sur les réseaux. Merci pour le sourire. Ok, voilà, ben là je pense qu'on est bien sur les questions. De toute façon, on y reviendra. Hein. On reviendra au fur et à mesure. Hop. Comment je... attendez, hop. Alors, si, j'ai d'autres questions qui sont arrivées parce que ça arrive au fur et à mesure. Hein. C'est le premier, on apprend. Alors... on arrive. Alors, Séverine qui nous fait une remarque que je trouve assez intéressante. Elle nous dit pour ce qui est du choix des personnes qui pourraient prendre la parole pendant la cérémonie, on ne peut pas leur imposer d'avance. C'est ça qui la dérange. Alors, effectivement, est-ce que c'est les mariés qui choisissent? Est-ce que ça se propose? Comment tu choisis les intervenants finalement? Alors, ce n'est pas moi qui les choisis, ce sont les mariés, déjà, parce que forcément, je ne connais pas leur entourage. Donc, il faut qu'ils aient ce regard sur leurs proches de savoir qui pourrait prendre la parole. Le fait d'imposer la parole, non, ça ne fonctionne pas. Quelqu'un qui serait littéralement terrorisé par la prise de parole en public. Alors, moi, je peux faire des choses, mais si la personne n'en a pas envie, ça ne fonctionnera pas. S'il y a l'envie de le faire, c'est possible. Il y a des astuces, il y a des trucs, il y a une façon de travailler. Mais donc, quelqu'un qui n'aurait pas envie de prendre la parole, et puis imaginez qu'il y ait une dissension quelconque, ce serait malvenu de le découvrir le jour du mariage. Voilà. Donc, en fait, il faut qu'ils émettent un souhait, les mariés. Voilà, en fait, ils proposent. On propose, on demande. De la même façon qu'on n'impose pas à un témoin d'être témoin, c'est une charge, c'est une responsabilité. Prendre la parole lors de la cérémonie, attester d'une union, dire ce qu'on pense de ces gens-là, et ça devant une assemblée de personnes, globalement de 30 à 200, 400 personnes, ça ne s'improvise pas, et c'est une responsabilité en tant que telle. Donc on demande si la personne est d'accord. Après on argumente si elle n'est pas trop, si elle a un peu de mal à se mettre dans l'ambiance, disons. Et puis si elle est d'accord, on y va, on fonce. Si elle n'est pas d'accord, on le respecte. Donc bien vu Séverine, on propose. Noël qui nous dit merci pour ce live, je suis super contente. Merci Noël. Cathy qui nous demande combien de passages musicaux est le mieux. Combien de passages musicaux tu conseilles? Alors, ça va dépendre des moments et de la façon dont est construite la cérémonie. En fait, ça va arriver à des moments clés. Pour se faire une idée, quand il est en train de se passer quelque chose, mais qu'on n'entend rien, certainement, il faut de la musique. D'accord, donc parfois entre deux, finalement, quand tu es en train d'installer un rituel, par exemple Alors, pas forcément. Non, parce que le rituel, il est censé être installé avant. Si le rituel est en train de se passer et qu'il n'y a pas de parole à ce moment-là, oui, la musique peut être intéressante si ça dure longtemps. Si ça dure 10 secondes, globalement, 10 secondes de musique, ça n'a pas vraiment de sens.
D'accord. Sauf un point particulier qui sera... Enfin, les cas particuliers, il y en a toujours, c'est le principe de la personnalisation. Mais de manière générale, oui, un rituel qui prend du temps, par exemple planter un arbre ou les pelotes de laine, ça prend un peu de temps. On peut mettre de la musique pendant ce temps-là pour meubler, avec des guillemets, parce qu'il faut que cette musique ait du sens. Une entrée, une arrivée, eh bien, on est en train de marcher, il se passe quelque chose, mais s'il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Oui, il manque de l'émotion, je suis d'accord. Exactement. Donc, ça va, d'une part, ça va meubler, mais aussi ça va venir mettre en valeur certains moments, comme l'entrée, comme une arrivée d'alliance, comme certains, tu m'avais parlé de ça quand on a préparé, tu m'avais dit que tu avais déjà vu des échanges de vœux où il y avait de la musique. Ça m'est arrivé aussi, même si c'est pas ce qu'on fait en général. Ça se dose. Oui. Ça peut être très beau. C'est ça. Il faut faire attention. Il faut se mettre en retrait. Exactement. Et donc, le volume, le moment où ça arrive, tout ça, c'est très technique, mais ça se fait et ça peut fonctionner. La sortie, évidemment, la sortie. Et puis, parfois, ça peut être pour des respirations. Quand la cérémonie a duré un certain temps, on a beaucoup parlé, peut-être une petite pause musicale, même de 20 secondes, ça permet de reprendre son souffle et son attention. D'accord. Entre deux sous-parties, par exemple Entre des discours, par exemple. D'accord. Le temps qu'il va y avoir une accolade, ils vont s'embrasser, se pleurer dans les bras l'un de l'autre, se rasseoir pendant que quelqu'un d'autre va arriver, par exemple, ou que l'officiant va reprendre la parole, selon. En tout cas, il est en train de se passer des choses et on a besoin de souffler après tant d'émotions. Qu'on ait ri ou qu'on ait pleuré, voire les deux en même temps, c'est bien de pouvoir respirer entre deux. Ménageons les invités et les mariés au passage et l'officiant. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on voit bien qu'il y a des grands moments qui ressortent, l'entrée, la sortie, ok, s'il y a un rituel, on sait qu'il se passe rien, on met de la musique, mais donc ça veut dire qu'il peut être intéressant d'avoir prévu une ou deux musiques supplémentaires si à un moment il y a un moment d'émotion qui dure un peu plus longtemps et pour meubler, c'est ça? Alors en général, on peut reprendre, quand on s'aperçoit qu'il y a un imprévu, on reprend une musique qui est déjà passée. La personne qui s'occupe de la sonorisation, l'officiant lui fait signe, il va remettre la musique d'avant. Pas la musique d'après, parce que là on gâche l'effet de surprise. Donc vraiment la musique d'avant, il faut s'assurer qu'elle colle avec l'émotion. En général, on fait un signe, on met la 2 ou la 3, ou on boucle. Quelque chose qui ne sait pas, voilà. Et puis oui, conseil super important, les musiques, on ne les passe pas en entier, comme dans un film, globalement. On ne va pas entendre la musique qui dure 4 minutes sur toute la scène, puisque la scène, elle dure 30 secondes. Mais sur ce moment-là, ce n'est pas parce que ça dure 30 secondes qu'il faut couper votre morceau à 30 secondes. On le coupe au début pour être sûr de démarrer au bon moment, mais on ne coupe jamais la fin. S'il se passe quelque chose que vous n'avez pas prévu, une émotion qui submerge la personne qui faisait le discours ou l'enfant des mariés qui a besoin de faire un gros câlin à ses parents, eh ben on laisse vivre la musique, on laisse vivre le moment et vous serez ravis d'avoir encore 2 minutes de rab pour pouvoir laisser vivre le moment sans que ce soit un grand blanc et que tout le monde attende que ça se termine. Mais je te rejoins sur... parce que du coup, nous, parfois, on chante, on fait de la musique en live sur ces moments-là. Et c'est vrai que très souvent, sur une cérémonie, ça peut être un peu long si on met les 3 minutes de chanson. Non, c'est trop. Voilà, même s'il y a la beauté de la voix, etc., il ne faut pas hésiter à couper. Comme dans un film, je trouve que c'est très juste. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a Sylvie qui me dit « En étant mère de la mariée, comment faire un discours et ne pas se laisser submerger par l'émotion, ne pas regarder l'assemblée ?» Alors, il y a une chose à savoir quand on est la mère de la mariée. Vous allez être submergé par l'émotion. C'est comme ça. Okay. Acceptez-le, que vous fassiez un discours ou pas d'ailleurs. D'accord. C'est obligatoire. Et d'ailleurs, tout le monde s'attend à ce que vous soyez submergé par l'émotion. Vivez-le. Arrêtez-vous. Une larme au coin de l'œil, c'est bon. Après, si ça vous empêche de parler, c'est là que ça devient embêtant et qu'il faut savoir le travailler. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est de se poser, d'avoir écrit son discours. On n'improvise pas parce que l'émotion, c'est une très mauvaise amie dans ces circonstances-là. Et d'avoir sa trame, son texte écrit. On pose les doigts là où on en était. On ferme les yeux. On respire et on repart. Oui, effectivement, ce que disait cette personne est intéressant. Sabrina, ne pas regarder l'assemblée est une bonne idée. C'est aussi pour ça que la disposition de 3/4 est intéressante. Quand on est de 3/4, on va voir l'assistance d'un côté et on va voir les mariés de l'autre. Si on n'est pas à l'aise avec le fait de parler devant une centaine de personnes, hop, on pivote et c'est au marié qu'on s'adresse. À sa fille, à son gendre
Et cela dit, en termes d'émotion, c'est pas forcément plus facile à gérer. Hein. Et moi, je vais vous donner juste un petit truc de chanteuse, parce que souvent, quand on chante, on doit donner l'impression aux gens qu'on les regarde. Mais surtout si on n'a pas l'habitude, si on a le trac, ça peut ne pas être évident. Et à ce moment-là, il y a un petit truc, on appelle ça regarder dans le bleu des Vosges. C'est de regarder au loin, au-dessus des invités. Ça donne l'impression aux gens qu'on les regarde et en fait, ça vous permet de vous recentrer parce que vous regardez au fond l'arbre. Mais bon, ça personne ne s'en rend compte, donc c'est bon. Voilà, ça fonctionne. Et pour ceux qui sont vraiment en difficulté, il m'arrive, moi, je me déplace et par exemple, je peux me mettre derrière les mariés. Et dans ces cas-là, la personne va donner l'impression qu'elle regarde les mariés alors qu'en fait, c'est moi qu'elle regarde et que je vais être derrière en me disant « Respire, calme, ça va aller ». Voilà, je fais des grands gestes, des sourires, ce qui distrait un peu la personne de son émotion. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, autre question. Alors, attendez, il y a les questions qui arrivent au fur et à mesure. Du coup, notre officiant sera notre témoin. Vous en pensez quoi? Je pense que s'il a toutes les qualités que tu as citées, pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors, pour être officiant, non, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour être officiant. Cela dit, il va avoir du mal à mettre en valeur le rôle de témoin tout en étant lui-même et en l'acceptant alors qu'il vient de le présenter. C'est vrai. En revanche, il faut bien avoir en tête qu'un témoin à la mairie et un témoin sur la cérémonie, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, il peut très bien être témoin à la mairie, signer l'acte de mariage, être officiant ensuite. Mais là, ça va être difficile de cumuler les deux qualités. C'est possible d'être officiant et de faire son propre discours. C'est pas facile, mais c'est possible. Être témoin, il faudrait presque en fait présenter le rôle de témoin, dire au fait moi aussi je suis témoin et d'ailleurs j'accepte ce rôle. Ouais. C'est difficile comme posture, mais c'est faisable, mais faut l'assumer, hein, c'est compliqué. Je pense qu'après, ce qu'il faut aussi, c'est ne pas se fermer de porte, c'est-à-dire que comme tu le dis, c'est sans doute pas la situation la plus confortable. Oui. Maintenant, si vous regardez autour de vous, que vous tenez à ce que ce soit un proche et qu'au final, ça reste cette personne-là qui a les meilleures qualités, bon, ben, on s'adapte. Oui. Et pourquoi pas? Il faudra juste savoir qu'il y aura un petit point délicat, mais du coup, je trouve que ton idée, elle est très bonne. C'est à un moment de mettre les deux pieds dans le plat et du coup, à la limite, ça fonctionne. Montrer la ficelle, en fait, en gros. Après, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on veut que cette personne soit témoin sur la cérémonie laïque. Si le but, c'est de la mettre à l'honneur, croyez-moi, elle sera très, très honorée que vous lui ayez confié ce moment et ça se suffit d'une certaine façon. Si le but, c'est qu'elle accepte ce rôle, bon, pourquoi pas, mais en soi, le fait d'être officiant, c'est déjà avoir un regard et une place particulière vis-à-vis du couple, du point de vue du couple, du point de vue des témoins et du point de vue de l'ensemble des personnes qui assistent à ce moment. Oui, donc pour toi, c'est encore une personne qui est mise à l'honneur en plus des témoins. Si elle fait partie des proches, oui, clairement. Et enfin, ça m'est arrivé récemment d'avoir le coup de fil d'une personne qui avait été choisie pour être officiante. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est « je suis extrêmement honorée qu'on m'ait demandé ça ». Donc, si c'est ça l'objectif, mettre à l'honneur une personne, vous n'avez pas besoin de rajouter la qualité de témoin. Je suis d'accord.